Madame la députée de Joliette, la parole est à vous pour 15 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour à tout le monde. Alors, Monsieur le ministre, j'aimerais d'abord continuer un peu sur ce sujet-là et savoir si les écoles à vocation régionale pour les élèves qui ont un handicap, une déficience ou un trouble sévère en autisme, si ces écoles-là, comme l'a laissé entendre le premier ministre jeudi dernier, vont être rouvertes. Et même chose pour les classes spécialisées qui sont dans nos écoles secondaires. Monsieur le ministre. Pour ce qui est de ces écoles régionales, le premier ministre avait bien raison d'annoncer leur réouverture. Ces écoles régionales ou supra-régionales, on travaille avec les centres de services pour les réouvrir, même en zone chaude, comme on dit, donc à l'intérieur du CMM et justement dans la région de ma collègue, dans le coin de Joliette. Donc, ça devrait se faire là incessamment. Ensuite, pour ce qui est des groupes de classe spéciales à l'intérieur des écoles régulières, on n'a pas eu l'autorisation de la santé publique pour réouvrir malheureusement ces classes. Et à quel moment on peut s'attendre à une annonce qui, on s'attend à ce qu'elle doive venir de jour en jour, mais là, ça fait plusieurs jours qu'il n'y a pas de signal pour les écoles spécialisées régionales, donc on peut s'attendre à ça à quel moment? Monsieur le ministre. D'après moi, elle devrait recevoir cette orientation-là d'ici 24 heures. Bon, merci. Je veux maintenant parler d'un sujet dont on ne parle pas beaucoup avant de revenir, bien sûr, sur les élèves du secondaire. Ma collègue Demilly en a parlé, c'est la formation générale aux adultes. Je dois vous dire, Monsieur le ministre, que dans vos entrevues de vendredi dernier, vous avez suscité beaucoup d'espoir, notamment votre entrevue avec Paul Arcan, quand à la fin, vous avez dit que la formation aux adultes reprendrait, y compris pour les ateliers spécialisés. Donc, chez nous, ça crée beaucoup d'espoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent que ça va reprendre. Il y a des milliers de personnes au Québec, vous l'avez très bien dit, qui sont en situation de raccrochage et qui, donc, doivent faire de ces ateliers-là en milieu d'entreprise, dans des entreprises. Alors, est-ce que vous pouvez nous confirmer aujourd'hui que, contrairement à ce qui est prévu dans les règles actuelles, vous allez effectivement permettre que ce travail-là puisse reprendre? Parce qu'à partir du moment où les garages, les manufactures, les entreprises ont repris le travail, je m'explique mal pourquoi ces étudiants-là ne pourraient pas reprendre également leur stage en entreprise. Monsieur le ministre. Oui, mais je suis content que ma collègue constaté que nos annonces a suscité de l'espoir. Donc, oui, on travaille pour réouvrir nos CFER, comme on appelle nos CFR. Et le corollaire de ça, c'est aussi d'avoir des jeunes qui fassent des stages en entreprise. Ben là, écoutez, vous comprenez qu'il faut voir là, dans quelle mesure les entreprises sont prêtes à accueillir ces stagiaires-là, mais de notre point de vue, il n'est pas question de bloquer ou d'empêcher le retour des jeunes en stage. Donc, avec la réouverture des CFER, en zone chaude comme en zone froide, parce qu'on a eu cette autorisation aussi, qui nous avait été refusée initialement et à quelques reprises au fil des semaines, là, on a eu cette ouverture parce que bon, il va falloir apprendre à vivre avec le virus, mais on commence à l'apprivoiser un peu et à déconfiner. Donc, les fameux CFR devraient réouvrir prochainement. Et le corollaire, comme a dit la collègue, les stages devraient aussi, mais là, tout dépendamment de la capacité des entreprises à accueillir les jeunes. Mais est-ce que le ministre peut nous dire que c'est une orientation ferme? Parce que dans le question-réponse sur son site du ministère, la question 100 dit que, contrairement à la formation générale aux adultes dans des classes où les examens vont pouvoir se faire, c'est pas possible pour ce qui est des stages en entreprise, des évaluations en entreprise. Donc, est-ce que je comprends qu'il y a un changement et que ça va être communiqué là, incessamment ces jours-ci à nos centres de formation? Oui, le changement s'en vient et il est positif. J'invite le ministre à faire arriver le changement le plus vite possible parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça impatiemment. Je vais poursuivre avec une question de la formation donc professionnelle. Vous savez, Monsieur le ministre, qu'en ce moment, les jeunes et les moins jeunes, parce qu'il y a des raccrocheurs là aussi, qui sont en formation professionnelle en matière de soins de santé. Je pense à une personne de ma circonscription, Julie Gagnon, qui a même parti une pétition
parce que en ce moment, les personnes qui étudient, par exemple, pour devenir infirmières auxiliaires dans le programme SASI, sont complètement mis de côté. Elles ne peuvent pas graduer parce que, comme on le sait, elles sont réquisitionnées dans le réseau de la santé. Or, leur stage pourrait très bien être reconnu pour pouvoir poursuivre et donc compléter leur formation. La plupart étaient autour de 70-75% de leur programme de terminé. Elles disent toutes qu'elles pourraient tout à fait continuer leur formation à temps partiel et que ça aiderait énormément si les stages étaient reconnus. Est-ce que le ministre peut aussi donner de l'espoir et dire qu'il va y avoir un changement de cap et on va reconnaître ce que ces jeunes-là et ces personnes-là font en ce moment dans nos hôpitaux, dans nos CHSLD. On va reconnaître ces stages-là et on va leur permettre de terminer parce qu'après, elles vont pouvoir contribuer à pleinement avec toutes leurs capacités. Donc, est-ce qu'on va leur permettre de compléter leur formation en même temps qu'elles prêtent main forte dans le réseau? Monsieur le ministre. C'est ce qu'on veut faire à ce moment-ci. Par contre, il faut qu'on fasse très, très attention. Il y a des situations d'urgence, il y a des crises humanitaires des fois. Et nos étudiants et nos étudiantes, nos élèves, en fait, offrent des services d'une très, très grande importance. Et on est un peu coincé en ce moment. Là. On ne peut pas se priver de la qualité des services qu'offrent ces jeunes-là. Je les remercie vraiment grandement, d'ailleurs, d'avoir participé à cet effort, d'avoir prêté main forte, puis de venir aider les plus vulnérables. On a négocié, en fait, non, on n'a pas négocié, on a discuté avec les ordres pour leur donner ces autorisations d'aller travailler, d'aller pratiquer. Et là, on travaille avec Santé justement pour leur permettre de revenir à tout le moins à temps partiel dans le réseau scolaire pour compléter leur formation. Et évidemment, ma collègue ministre de la Santé comprend très, très bien la situation. On ne veut pas pénaliser les étudiants parce qu'ils sont allés prêter main forte dans le réseau de la santé, puis on ne veut pas non plus retarder la diplomation. Si on a besoin de plus de gens dans le réseau de la santé, la dernière chose qu'on veut, c'est de se priver de nouveaux diplômés qui vont arriver dans le réseau de la santé. Donc, dans les prochains jours, sinon les prochaines semaines, on va être capable d'arriver avec des solutions pour ça, pour permettre à nos élèves de compléter leur formation et donc d'aller jusqu'au bout, d'obtenir leur diplôme, évidemment. Merci. Et je comprends donc de ce que le ministre nous annonce aujourd'hui qu'elles vont pouvoir, majoritairement des femmes, elles vont pouvoir terminer cette formation-là dans les prochaines semaines et mois et non pas, elles vont pouvoir la terminer dans un an parce qu'on se comprend que ça représente tout un enjeu pour plusieurs d'entre elles, des mères monoparentales, toutes sortes de personnes qui sont retournées aux études et qui aimeraient pouvoir compléter tout en continuant à prêter main forte, bien sûr. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient rapidement pour que les choses puissent s'organiser rondement. J'ai demandé, merci, j'ai demandé au centre de service et au centre de formation de nous proposer des plans pour de faire preuve de flexibilité parce que c'est des, comment on appelle ça, des compétences. Je pense qu'il y a 31 compétences qui doivent être acquises par les élèves et ils sont vus dans l'ordre. Et là, quand on rate, supposons la compétence 27, 28, 29, ça peut être long avant qu'on re-enseigne cette nouvelle notion-là. Et je l'ai demandé, est-ce qu'on revoit le calendrier? J'attends là des propositions, des solutions à ces problèmes logistiques parce que il n'y a personne ici qui veut que les élèves soient perdants ou perdantes, bien souvent, dans cette situation-là. Mais j'ai pas reçu, donc j'ai fait part de cette problématique parce que c'est remonté jusqu'à moi exactement ce que ma collègue parle. J'ai interpellé les centres et là j'attends leur proposition, leur solution pour pas pénaliser les élèves. Mais c'est certain qu'à la fin, on peut pas faire attendre des élèves pendant un an avant de les diplômer et de leur offrir la formation nécessaire. Alors, j'entends bien le message du ministre et je l'invite à relancer sa collègue et à aboutir rapidement avec une solution. Je vais évidemment revenir sur le sujet qui nous préoccupe tous et je m'en réjouis jusqu'à un certain point du fait que ça prend beaucoup de place maintenant dans l'espace médiatique. C'est la situation des élèves du secondaire. Alors, je me réjouis de voir aussi que l'idée que nous avons suggérée il y a maintenant plusieurs semaines de penser donc à une fréquentation alternée, donc en présentiel et à distance ou du demi-temps, soit quelque chose qui fasse son chemin chez le ministre. Je pense que quand il a évoqué le scénario que ça pourrait rester comme c'est en ce moment à l'automne, ça a créé beaucoup d'inquiétudes. Il en a été témoin lui-même là, chez nos élèves du secondaire et leurs familles.
Donc, est-ce que le ministre peut garantir que si à l'automne, il a le OK général de la santé publique, par exemple, pour qu'il y ait une fréquentation scolaire physique, il va garantir que les élèves du secondaire vont avoir une fréquentation scolaire physique possible? Monsieur le ministre. Écoutez, c'est certain que si on a l'autorisation de réouvrir nos écoles secondaires, même partiellement pour accueillir nos élèves du secondaire, on va le faire. Le scénario d'avoir des écoles secondaires fermées, c'est un scénario à écarter. C'est un scénario à éloigner. On se bat contre ça. On travaille pour mettre sur la table, puis j'ai hâte de vous les présenter en début de semaine prochaine, toutes sortes de scénarios, de modèles, d'organisation scolaire pour garantir ce qu'on veut pour nos élèves, c'est-à-dire l'accès à leurs écoles, à leurs amis, à leurs enseignants. Merci, alors, Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Vous vous rappellerez, Monsieur le ministre, qu'en période des questions, la semaine dernière, je vous ai fait 3 propositions pour nos jeunes du secondaire. Je ne sais pas si ça a pu mijoter depuis. La première, c'est de dégager des budgets spécifiques pour les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, des troubles d'apprentissage, pour avoir des équipes choc de soutien avec des spécialistes, parce que contrairement malheureusement à ce que le ministre affirme, j'ai beaucoup de témoignages que les orthopédagogues, les orthophonistes, beaucoup de spécialistes en ce moment ne sont pas déployés à leur tâche principale et font d'autres tâches à l'heure actuelle, alors que l'intensité de l'intervention et le nombre de jeunes qui devraient avoir accès à ces services-là, compte tenu de l'arrêt de la fréquentation scolaire, devrait être augmenté. C'est pas ça qu'on voit sur le terrain. Alors, est-ce qu'il peut s'engager à développer, à dégager des budgets spécifiquement pour que maintenant, dès maintenant, il puisse y avoir des suivis, quitte à faire des embauches supplémentaires, quitte à bonifier les salaires? Est-ce que le ministre peut s'engager, parce que c'est vraiment de la réussite et surtout de la persévérance de nos jeunes à l'école dont il est question? Merci. Il reste 3 minutes à l'échange. Écoutez, d'abord, le réseau scolaire s'est enrichi depuis l'arrivée du gouvernement en 2018 au pouvoir, s'est enrichi de centaines et de centaines de spécialistes. Des gens qui avaient quitté dans les années précédentes parce que l'éducation n'était pas assez valorisée, parce que les spécialistes avaient même été mis à la porte, il faut le faire quand même dans le précédent mandat. C'est inacceptable, je pense qu'il faut le dénoncer longtemps. On les a réembauchés. Puis on a travaillé très fort dans les premières semaines. Notre capacité d'embauche était plus grande que le nombre de professionnels. Donc, on a gardé des postes ouverts là, en septembre, octobre, novembre. On essayait d'embaucher, puis aussitôt qu'il y avait quelqu'un disponible, là, il y avait une place. Là. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'orthophonistes ou de psychologues ou de psychoéducateurs au Québec qui veulent travailler dans le réseau scolaire, qui n'ont pas été embauchés. Les postes sont ouverts. Mais c'est parce que ma collègue me demande, est-ce qu'on va ouvrir d'autres postes? Écoutez, on a travaillé très fort toute l'année pour combler les postes actuels. Là, l'enjeu, puis je vais le réitérer dans mes directives, c'est que 100% de nos professionnels fassent des services aux élèves vulnérables. Moi, je ne souhaite pas que nos orthopédagogues, que nos orthophonistes, que nos psychologues, que nos psychoéducateurs soient des titulaires de classe pour les élèves du primaire. Je pense que c'est une mauvaise utilisation de leur expertise. Ils doivent faire ce qu'ils font le mieux, accompagner des élèves pour lesquels il y a des plans d'intervention. 1 minute, Madame la députée. Alors, je vais poser mes questions en rafale. Pour les outils technologiques, j'aimerais beaucoup que le ministre nous donne le portrait, parce qu'encore ce matin, on lit qu'un professeur doit avoir recours dans un article de la presse à de l'aide communautaire pour avoir des ordinateurs, parce que 10 de ses élèves doivent en avoir et il n'y en a pas qui en ont, peut-être 2 au maximum. Donc, est-ce qu'on peut savoir, à partir du moment où le ministre dit c'est maintenant pas de l'école à la maison, mais de l'apprentissage de l'enseignement à distance, c'est une nécessité. Donc, quand tous les élèves du Québec vont en avoir, parce que c'est une discrimination qui n'a pas de sens. Par ailleurs, je lui redemande de créer des escouades spécialisées en santé mentale avec sa collègue de la santé pour subvenir aux besoins psychologiques de nos jeunes secondaires. Et en terminant, j'aimerais savoir, pour les jeunes qui fréquentent les services de garde scolaire du primaire, quel genre de soutien pédagogique ils ont, parce qu'on me dit qu'ils n'ont aucun enseignement à distance pendant toute la durée de leur présence en garde scolaire. En 20 secondes, Monsieur le ministre.
Oui, bien, par rapport à l'article dans la presse, j'ai vu ça ce matin, je pense que c'est à la CSDM, au Centre de services scolaires de Montréal. Je m'explique vraiment mal parce qu'aux dernières informations que j'ai reçues, puis j'ose croire qu'elles ne sont pas à jour parce que les gens ont d'autres choses à faire que répondre des formulaires, là, il y avait très, très, très peu de demandes pour la CSDM, selon mes derniers chiffres, pour l'achat des fameuses tablettes. Alors, il me semble qu'il y a quelque chose d'absurde là, à ne pas commander des tablettes puis à demander à des profs de faire des levées de fonds. Là, c'est quelque chose qui vient me chercher. On va poser des questions. Et malheureusement, vous avez plus de temps à l'échange, donc